Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Les 50 salariés du groupe La Dépêche de Tahiti dans la tourmente, suspendus à une décision de justice, ils continuent de croire en l'avenir de leur entreprise. 2 employés du groupe ont accepté de nous parler. 20 cas positifs de Covid-19 ont été identifiés parmi les internes du lycée Diadème, des cas qui augmentent un peu partout au fur et à mesure des dépistages. En France aussi, face au nombre de patients hospitalisés en réanimation, le président a annoncé un couvre-feu dans les villes les plus touchées. Le couperet est tombé. Le salon de l'agriculture à Paris est annulé en raison des contraintes sanitaires. Un coup dur pour les exportateurs du Fénois déjà impactés depuis le début de la crise. Enfin, pour terminer, immersion dans les ateliers du Centre de la mère et de l'enfant pour inciter les mères allaitantes à privilégier le sein maternel jusqu'à 6 mois et en dépit d'une contamination au Covid-19. Mais avant d'aller plus loin, cela fait déjà 5 ans que les salariés du groupe La Dépêche de Tahiti sont dans la tourmente. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine dans l'angoisse et l'incertitude, suspendus à la décision de la justice. Mais ils ne baissent pas les bras. Tant que je n'aurai pas de lettre me signifiant mon licenciement, je veux croire en l'avenir de La Dépêche, nous confie l'un d'entre eux. Une situation difficile au quotidien. Hedi Enko, James O et Patita Savea. Vivre pour vous, c'est la une du jour de La Dépêche de Tahiti. Après 56 ans d'information en polynésien, le plus vieux quotidien du Fénois pourrait en effet tirer sa révérence. Un coup de massue reçu par la cinquantaine d'employés pour reprendre les mots de Bertrand Prévost, le rédacteur en chef. C'est un choc énorme, puisque il n'y a pas que les salariés de La Dépêche, il y a aussi les salariés des sociétés qui gravitent autour de La Dépêche. C'est difficile pour tout le monde parce qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas s'il va y avoir une levée de la liquidation, ce qui est essentiel pour qu'il y ait un espoir. Malgré l'épée de Damoclès qui flotte au-dessus de leurs emplois, les salariés sont tous au travail en attendant la décision de justice suite au recours déposé aujourd'hui. Pour tous, pas question de jeter l'éponge avant le gong de fin. Je veux croire que ça va continuer et qu'on puisse repartir sur les fondamentaux du plan de redressement. J'y croirai jusqu'au bout. Tant que j'aurai pas une lettre me signifiant mon licenciement, je voudrais croire à l'avenir de La Dépêche. Le journal remercie aujourd'hui sur son site internet les différentes marques de soutien reçues, comme celle de Gaston Tongsang et surtout d'Edouard Fritsch. C'est aussi le pluralisme de la presse qui est aujourd'hui mis à mal. Nous sommes profondément attachés à ce pluralisme et à la respiration démocratique qu'il procure, écrivait-il aujourd'hui. Car oui, un quotidien comme La Dépêche qui disparaîtrait du paysage polynésien voudrait dire aussi la disparition d'un pan historique du Fénois, d'une analyse critique de son actualité et du monde au-delà, un rempart actuel de la démocratie qui s'évanouirait en des temps où la désinformation circule sur la toile à la vitesse de la lumière. Voilà, les salariés devraient être fixés sur l'appel de la décision de justice en fin de semaine. Santé. Les derniers chiffres du Covid-19 dévoilés par la direction de la santé font état de 1073 cas actifs en Polynésie française et 2 décès de plus, soit 13 morts ce mercredi. L'île de Raiatea a également vu les nombres de cas augmenter brusquement. 15 patients recensés aujourd'hui, dont un agent communal d'Uturoa, ce qui a forcé le maire à isoler une trentaine de ses employés avec qui il a été en contact. Le maire Matthei Broderson confirme en tout cas les 15 cas identifiés. Il répond par téléphone à Maruki Duri. Pour l'instant, ils ont respecté les gestes barrières, mais c'est par précaution. On les a mis en confinement. Et l'agent en question est confiné à son domicile. Le service de la santé estime que le faire le jour même, ça ne pourra pas répondre aux tests très rapidement. Mais nous avons encore quelques agents en service, mais qui ne sont pas en contact avec la population. Et comme nous vous le disions hier soir, les élèves internes du lycée Diadème ont été dépistés hier par le bureau de veille sanitaire. Sur les 58 internes, 20 sont positifs. D'autres résultats sont attendus demain. En réunion cet après-midi, la DG2E a toutefois décidé de ne pas fermer le lycée puisque seuls les internes sont concernés. Les patients positifs ont immédiatement été isolés dans des sites dédiés. Je rappelle que le collège lycée Diadème compte 2300 élèves.
Tandis qu'en France, le nombre de personnes en réanimation augmente fortement. Le pays totalise plus de 33 000 morts, dont 84 en seulement 24 heures. Emmanuel Macron a rétabli par décret l'état d'urgence sanitaire et a annoncé un couvre-feu d'au moins 4 semaines dans les villes de France les plus touchées par le virus. Le chef de l'État que je vous propose d'écouter. La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. L'ensemble des élus de ces métropoles ont été appelés, les préfets mobilisés pour organiser les choses. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il commencera à partir de ce samedi 0h. Et il durera combien de temps? Écoutez, il durera, le gouvernement est en mesure de le décider pour 4 semaines. Voilà, la France qui totalise plus de 779 000 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et la pandémie de Covid-19 aura eu raison du 58e Salon international de l'agriculture à Paris. L'événement agricole qui devait se tenir du 27 février au 7 mars 2021, porte de Versailles, est le grand rendez-vous des exportateurs de vanille, de rhum et de Monheuil du Fénois. L'annulation du salon est bien sûr un coup dur pour les professionnels. Le reportage de David Chang et Sandrouli. Depuis l'arrivée de la Covid-19 en Polynésie, cette société productrice de Monheuil a réduit de 70% son volume d'exportation. Vient s'ajouter à cela l'annulation du Salon international de l'agriculture à Paris. L'événement représente 10% des exportations de l'entreprise et encore plus pour sa filiale dans l'Hexagone, créée exclusivement pour le marché métropolitain. Et là, c'est une perte grosso modo de 25% de leur chiffre d'affaires. Et surtout, ça va impacter toute l'année 2021. Et il va falloir aller gratter un peu partout pour essayer de continuer à payer le salarié. L'annulation de la participation à plusieurs festivals et foires en France, ça veut dire que les produits Tiki seront moins visibles partout. Même histoire pour ce producteur de rhum. Il mise chaque année sur les 2 semaines du salon pour écouler le tiers de ses exportations annuelles en métropole. Plus de 500 bouteilles étaient prêtes à partir. Il ne reste plus qu'à défaire les cartons. On pourra présenter nos rhums au grand public français et au concours général agriculture de Paris qui a su mettre nos rhums en lumière. Et déçu aussi parce qu'on ne peut pas faire rêver le public français via notre coutume, nos danses et notre cuisine. Les spécialités culinaires de la Polynésie qui, grâce au salon, sont de plus en plus reconnues. Au fait, le salon de l'agriculture, c'est vraiment une vitrine pour la Polynésie. C'est sûr que ça va toucher aussi bien le secteur du tourisme et autres. Le pays devait accompagner 12 exposants de Tahiti et ses îles en métropole au mois de février 2021. Et chaque année, ils sont en moyenne une quinzaine d'exposants polynésiens à représenter le Fénois. Et la semaine mondiale de l'allaitement maternel, toujours d'actualité en Polynésie, la direction de la santé incite les futures mères à choisir l'allaitement maternel et encourage toutes les mamans allaitantes à poursuivre de façon exclusive jusqu'à 6 mois, y compris si la maman est atteinte de Covid-19. Ce matin, des ateliers leur étaient proposés au centre de la mère et de l'enfant. Caroline Fary et Jérôme Lee. L'enfant, quand il naît, pour l'instant, il est encore comme ceci. Et c'est la position du kangourou, avec les jambes repliées, et on respecte encore la courbure lombaire. Comment porter au mieux son bébé quand on allaite? Les jeunes ou futures mamans qui participent à cet atelier sont attentives et définitivement convaincues. L'allaitement, c'est bon à tous les niveaux. Ça a plein de bienfaits pour le bébé, déjà au niveau du système immunitaire. Et puis bon, ça rapproche quand même énormément les liens sur les premières semaines, les premiers mois. Combien de temps vous pensez aller? J'aimerais bien minimum 9 mois. Voilà, 9 mois, je me suis dit que ça pourrait être bien. Après faire en complément et on verra comment ça se passe, comment bébé veut, comment moi aussi je le ressens. Je me prends pas non plus la tête. C'est un lien très affectueux que j'ai découvert avec mon premier bébé et j'ai donc souhaité maintenir
ce lien que je trouve très particulier, le lien mère-bébé. Vous avez allaité beaucoup d'enfants? Alors j'en suis à mon 3e. L'avantage écologique reste indéniable. L'allaitement évite le surplus de déchets. Il est aussi financièrement intéressant pour les foyers les plus modestes. On avait calculé plutôt pour un mois qu'on était à 7 600 francs pour le premier mois de bébé. À 4 mois, on est à 11 000 francs par mois parce que bébé consomme plus de lait. Plus il grandit, plus il va consommer. Donc effectivement, allaiter, c'est économique, c'est écologique et du coup, ça respecte la planète. Aujourd'hui, la crise du Covid aidant, les mamans sont inquiètes. Mais les médecins sont formels. Une mère contaminée peut allaiter son bébé. C'est pas dangereux pour le bébé dans la mesure où il a déjà été au contact avec la maman déjà avant qu'elle commence à être symptomatique finalement. Donc le bébé, il est certainement contaminé lui aussi. Quand elles allaitent dans le lait maternel, il y a des anticorps. Ce sont donc des éléments qui vont aider l'enfant à combattre les microbes et notamment le microbe du Covid, le virus du Covid-19. Donc il y a ça. Et surtout pour l'enfant, c'est le meilleur moyen pour avoir tous les anticorps nécessaires pour combattre tout ce qui arrive autour, toutes les maladies qui peuvent arriver. Les derniers chiffres le prouvent. Les femmes sont nombreuses à allaiter dès la naissance, mais abandonnent vite ce procédé. Pourtant, dépourvu d'anticorps durant les 6 premiers mois, l'enfant aura plus que jamais besoin du lait maternel. Et pour clore ce chapitre sur la santé, je vous rappelle les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de vous serrer la main. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, appelez le 40 45 50 00 de 8h à 16h dans la semaine, les week-ends de 8h à 13h ou le 15 en cas d'urgence. Dans un tout autre contexte à présent, ne manquez pas votre émission Sans Tabou avec un invité exceptionnel. Il compte parmi les ténors du barreau de Papeete depuis 1985. C'est l'avocat de Gaston Floss, maître François Quinquis, qui sera donc l'invité de Sans Tabou juste après ce journal. Quelle est sa conception de la justice? C'est ce que nous allons tenter de savoir tout à l'heure avec vous, Natacha Silagi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, l'avocat réputé redoutable et efficace depuis 35 ans au barreau de Papeete va nous raconter sa vision de la justice ce soir à travers les affaires qu'il a plaidées. François Quinquis nous dira aussi pourquoi il a défendu l'ancien président du pays, Gaston Floss, durant toutes ces années et surtout s'il y a trouvé son compte ou au contraire s'il y a laissé des plumes. Il ne croit pas à une indépendance entière et absolue de la justice. Il nous dira également pourquoi. Il nous expliquera aussi pour quelles raisons les avocats sont prêts à défendre tout le monde. Maître Quinquis qui sera face à un allié, à un opposant dont il ignore pour l'instant l'identité. Et il nous en dira un peu plus sur sa vie privée, lui qui aime entretenir le mystère autour de sa vie professionnelle. Ça ne va pas être évident. Merci beaucoup, Natacha. À tout à l'heure. Vous avez sans doute remarqué l'instabilité de la météo. Eh bien, ne vous fiez pas aux petites averses passagères, car en fait, la Polynésie traverse une période de sécheresse qui touche les îles de la Société et les Tuamotu Nord depuis le mois de septembre, avec une saison chaude qui se profile. Et Sébastien Hugoni, météorologiste, annonce par ailleurs un risque cyclonique faible cette année, mais probablement plus d'orages. On l'écoute dans le cadre de l'invité café de ce matin. Les modèles de prévision proposent pour la fin du mois d'octobre toujours une période assez sèche, même si des petites averses sont attendues ces prochains jours, dès aujourd'hui jusqu'à vendredi sur les îles du Vent et une partie des Tuamotu, mais ceci n'inversera pas la tendance puisque c'est extrêmement sec. Pour les prochains mois, on devrait retrouver des cumuls de pluie avec un retour proche de ce qu'on voit habituellement. Est-ce que ce sera assez pour combler le retard accumulé? Ça, on verra. Puisque oui, effectivement, la saison chaude arrive. Et on devrait arriver, on a de fortes probabilités d'avoir un phénomène Niña sur le Pacifique Sud, ce qui implique pour la Polynésie en fait un risque cyclonique un peu plus faible statistiquement. En revanche, on pourrait avoir des phénomènes orageux un peu plus importants pour cette saison. Voilà, en tous les cas, les averses du moment ne devraient pas suffire à contenter les populations des Tuamotu.
Au collège de Hao, justement, cette rencontre entre les 19 élèves de CM2 de l'école primaire et les 6e du collège. Les classes se préparent en effet à un concours de poésie qui devrait se dérouler au collège Henri Hirouaf AA. Il s'agit pour les instituteurs du primaire et professeurs du collège de constituer des binômes CM2 6e qui auront un thème à déclamer. En l'occurrence, le thème choisi est le courage. Mais il faut d'abord rédiger une première esquisse. En voici un extrait au micro de Mathieu Allot. Tu es courageuse de te battre pour ta région. Tu es courageuse de partir toute seule. Tu es courageuse de rencontrer un nouveau pays. Ayez le courage d'avouer vos sentiments. Ayez le courage de lui dire que vous l'aimez. Ayez le courage d'aller le voir sans honte. Ayez le courage de laisser votre cœur battre rien que pour lui. Courageux nous sommes de lutter contre le Covid. Courageux nous sommes de porter un masque. Courageux nous sommes de vivre avec le Covid. Courageux nous sommes d'être confinés. Voilà, les élèves auront à nouveau l'occasion de se retrouver le 20 novembre pour remanier en profondeur leurs poèmes et d'en parfaire le fond et la forme. Et puis aux Marquises, le patrouilleur Arago poursuit sa mission de surveillance maritime et de police des pêches dans la zone économique exclusive. Des contrôles réguliers maintenant pour dissuader les pêcheurs étrangers de s'y aventurer, sans parler des braconniers des mers qui traquent les espèces protégées. L'équipage de l'Arago s'est permis une escale à Nukuhiva, l'occasion de dévoiler aux élèves de 3e de Taïohae leur mission, mais pas seulement, comme nous l'explique le second de l'Arago au micro de Marie Turva. Ville marraine, donc on entretient cette relation armée-nation entre nous, l'Arago et Nukuhiva. Venir présenter aujourd'hui les missions de l'Arago et l'Arago en particulier est une chose importante pour justement faire passer le message de ce que proposent les forces armées en Polynésie. Nous avons aussi une vocation de recrutement sur ces interventions-là pour leur montrer ce que propose la marine. Pour des jeunes de 3e, faire mûrir une vocation éventuelle, une carrière dans la marine nationale. Et sachez également que c'est l'école des Mousses de Brest qui forme les jeunes de 15 à 17 ans aux différents métiers de la marine nationale. Cela ne nous concerne pas encore en Polynésie, mais en Nouvelle-Calédonie, le poulet frais se fait de plus en plus rare sur les étals, faute de vol direct depuis la Nouvelle-Zélande, qui n'a pas encore ouvert ses frontières. L'approvisionnement d'œufs fécondés, dont dépend beaucoup la filière locale, est devenu aléatoire. Le principal producteur calédonien de ces poulets à croissance rapide a une nouvelle stratégie plus autonome. Explication Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquelle. Le poulet de chair locale, une denrée très appréciée, mais qui se fait plus rare depuis quelques mois. Il y a moins de poulet qu'avant. Il y a moins de ce qu'on demande. Quand on passe une commande, ils nous disent je te mets un petit peu ci, un petit peu là, je t'en mettrai un petit peu plus la semaine prochaine, ou voilà. Voilà comment ça marche. Et il n'y a pas que chez les bouchers jumeaux de Magenta que le poulet de chair est moins présent sur les étals. Pour comprendre cette carence, il faut remonter la filière au couvoir de Koé à Dimbéa, là où transitent chaque année plus de 310 000 œufs fécondés pour la production de poulet de chair. Ce jeudi matin, arrivage des œufs fertilisés de Nouvelle-Zélande, car, surprise, nous dépendons presque entièrement de nos voisins kiwis. On est soulagé parce qu'on a reçu nos œufs. La semaine dernière, on n'a rien reçu du tout. Donc il faut savoir que depuis l'histoire du Covid, on a 8 arrivages qui ne sont pas arrivés. Donc ces 8 arrivages, c'est 8 semaines de production en moins. Donc si aujourd'hui les clients ne trouvent pas de la production de poulet de chair locale, eh bien, la réponse elle est là. L'approvisionnement avec une escale à Sydney est en effet beaucoup plus aléatoire. Quoi qu'il en soit, 3 semaines plus tard, près de 90% des œufs kiwis ont éclos. Des poussins destinés à devenir des poulets calédoniens à croissance rapide. Ils sont achetés par les éleveurs qui en feront de la volaille bien dodue en 8 semaines. C'est cette catégorie de poulets qui manque sur les étals. Environ 40 000 en moins depuis le mois de mai. Du coup, notre naisseur de volaille parie sur la production locale de poulets à croissance moins rapide. Ça fait déjà quelques années qu'on utilise une croissance intermédiaire sur le territoire. Et là, le Covid nous a démontré qu'il fallait qu'on soit autosuffisant. Donc on a
On envisage en fait de faire de la reproduction sur place, sur le territoire, pour pouvoir pallier à ce genre de soucis. La crise Covid-19 aura donc mis en évidence notre grande dépendance alimentaire, mais aussi notre capacité d'adaptation aux coqs et aux poules du pays, désormais, de faire leur travail. Avant de nous quitter, demain, il sera question de la crise de la perle avec Aline Baldassari-Bernard, présidente de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia, dans le cadre de l'invité café de votre matinale radio. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. 20 cas positifs de Covid-19 ont été identifiés parmi les internes du lycée Diadème. Des cas qui augmentent un peu partout au fur et à mesure des dépistages. En France aussi, face au nombre de patients hospitalisés en réanimation, le président a annoncé un couvre-feu dans les villes les plus touchées. À la une de la dépêche qui continue à apparaître pour l'instant avec ce titre, la contamination s'accélère. Tahiti Info. Comment Outania gère le Covid. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Restez avec nous pour votre émission Sans Tabou, consacrée à François Quinkis. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet